Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année 2024, qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur, de réussite dans tous vos projets et surtout la santé puisque c'est le plus important. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir l'un des 35 faits divers qui ont marqué l'année 2023. Donc c'est très récent. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous installer confortablement et on est parti. 25 avril 2023, 14h30. Bianca, une mère de famille d'origine roumaine, est inquiète. Sa fille, Rose Isabella, âgée de 5 ans, a disparu. Nous sommes en pleine vacances de Pâques, il fait beau et Bianca avait autorisé à sa fille à aller jouer à la balle dehors sous sa surveillance. Mais peu avant 14h30, la mère de famille a dû s'éclipser pour changer la couche de sa petite dernière âgée de 9 mois. Et c'est lorsqu'elle a demandé à son aînée, Noémie, âgée de 13 ans, d'aller voir ce que sa petite sœur faisait qu'elle n'a pu que constater sa disparition. Paniquée, Bianca part à sa recherche. Elle arpente les rues de Rambervillers dans les Vosges tout en criant le prénom de sa fille et en interrogeant les passants. Malheureusement, personne n'a vu la fillette. À 15h, Bianca se décide à appeler la police, qui part immédiatement à la recherche de Rose Isabella. En chemin, la police croise Grégory, un adolescent de 15 ans qu'ils connaissent bien dans le village. Il dit qu'effectivement, il avait croisé la petite fille et il indique aux policiers la direction qu'elle aurait prise. Mais à 16h30, toujours pas de Rose Isabella. C'est là que la police reçoit l'appel de Grégory qui leur annonce le pire cauchemar de tout parent. Il vient de retrouver le corps de la fillette au pied de son immeuble. Les gendarmes et la police se précipitent rue du Parmoulin. Rien sur le trottoir. Ils pénètrent dans le bâtiment de l'adolescent et grimpent 4 à 4 les marches d'escalier jusqu'au premier étage et sonnent à la porte. « Je ne savais pas quoi en faire, alors je l'ai monté chez moi », explique Grégory en désignant un sac poubelle posé dans un coin de la pièce. À l'intérieur, le corps entièrement nu et sans vie de Rose. On passe immédiatement les menottes aux poignets de Grégory et on l'escorte hors du bâtiment sous les regards médusés des voisins. Placé en garde à vue, l'adolescent de 15 ans commence par débiter des propos incohérents, mais rapidement, une voisine va témoigner et expliquer qu'elle a croisé l'adolescent dans l'après-midi et il lui avait demandé où se trouvaient les containers à poubelle. La voisine a trouvé ça plutôt étrange puisque Grégory est né et a toujours vécu dans le quartier. Pour le moment, l'adolescent est encore présumé innocent, mais à Rambervillers, on n'est pas si choqué que ça de son arrestation. La police elle-même gardait un œil sur lui depuis un petit moment. Grégory est né et a grandi dans le village de 5402 habitants avec son frère et sa sœur. L'environnement familial est très modeste. Le père serait alcoolique et la mère aurait une déficience intellectuelle. Selon un voisin, le père aurait même la main très leste sur sa femme. On peut dire que l'éducation n'est pas vraiment au rendez-vous et Grégory va rapidement se montrer instable, turbulent et mauvais élève. Malgré tout, la famille n'est pas connue pour délinquance et elle ne pose pas vraiment de problème dans le quartier. Jusqu'en février 2022, lorsque Grégory va commettre sa première grosse bêtise. À cette époque, il a 14 ans et il joue dans un parc avec 2 garçons de 10 et 11 ans lorsque soudain, pris d'une pulsion, il attache les 2 garçons à un arbre avec du scotch et leur impose une fellation. Puis, il rassemble un tas de feuilles autour des garçons et il menace d'y mettre le feu. Heureusement pour eux, les 2 garçons arrivent à se libérer et c'est complètement traumatisé qu'ils courent chez eux pour tout raconter à leurs parents. Grégory est arrêté sur le champ et à son jeune âge, soit 14 ans et demi à peine, il est mis en examen pour viol, séquestration et agression sur mineur de 15 ans. La justice l'envoie dans un centre éducatif fermé à Forbach en Moselle. C'est un centre qui sert d'alternative à l'incarcération, capable d'accueillir 12 garçons âgés de 13 à 16 ans. Les jeunes suivent des ateliers pédagogiques comme la cuisine, la menuiserie, la métallerie, les espaces verts, etc. Et ça pour les aider dans leur orientation quand ils sortiront du centre. Ils bénéficient également de la médiation animale, qui est une sorte de thérapie en compagnie d'animaux. Ça permettrait d'apaiser les jeunes, de les mettre en confiance pour qu'à terme, ils puissent mettre des mots sur leur mal-être. Problème, un adolescent placé dans ce genre de dispositif ne peut rester que 6 mois, renouvelable une fois maximum. Ce qui veut dire que l'adolescent doit sortir au bout d'1 an, qu'il soit guéri, réinséré dans la société ou non. Et Grégory ne fait pas exception. Le 1er février 2023, il est libre et il retourne chez sa mère à Rambervillers.
La police municipale s'engage à garder un œil sur l'adolescent, mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment de suivi à part ça. Les Rambuvetais ne savent pas du tout pourquoi Grégory avait disparu pendant toute une année. D'ailleurs, il ne sera ni condamné par la justice, il n'aura pas de casier judiciaire, et comme je l'ai dit plus tôt, le suivi n'est pas obligatoire, donc il ne sera pas suivi plus que ça. Mais les voisins ne sont pas dupes, ils connaissent Grégory, ils connaissent le personnage, et les témoignages sont presque unanimes. C'est un adolescent dérangé, perturbateur et provocateur qui avait l'habitude de parler tout seul ou à son vélo. On l'a vu à plusieurs reprises en train de dire à son VTT gris « Tu bouges pas, je reviens dans 5 minutes » avant de le caler contre la façade de l'immeuble et de rentrer avec grand fracas en claquant toutes les portes, bref. Du grand Grégory apparemment. Parce que ça se voyait qu'il était pas comment dire, pas normal. Il parlait à son vélo effectivement, mais même dehors, il parlait tout seul, même quand il n'y avait pas le vélo, il parlait tout seul. Lui. Il parlait fort, il criait, il courait, de la musique à fond. Et en plus d'être violent dans sa façon d'être, dans son attitude, il n'hésitait pas non plus à s'en prendre aux voisins. C'est-à-dire qu'il prenait un malin plaisir à insulter les passants et à leur faire des doigts d'honneur. En bref, à Rambervillers, on a pris l'habitude de changer de trottoir lorsqu'on croisait le chemin de Grégory. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que l'adolescent avait aussi la réputation d'approcher les petites filles et d'avoir des gestes déplacés à caractère sexuel devant elles. Nourdine, un habitant, offre un témoignage glaçant. Rentrée de course d'Épinal, puis sur la route, ma fille, elle me dit il y a un jeune homme qui m'a proposé si je voulais un chaton. Puis ma fille, elle aime bien les chats, donc ah oui, tu l'as là. Puis elle lui dit non, il est chez moi, mais viens avec moi si tu veux. Alors elle a eu peur, elle a pris peur, elle n'a pas voulu y aller avec. Et ce n'est pas du tout la première fois. Une fois, il va carrément menacer une petite fille en lui disant « je vais te violer ». Une autre fois, il va regarder une fillette de 7 ans accompagnée de son père de manière très insistante et assez lubrique. Pris sur le fait, le père va l'apostropher en lui disant « qu'est-ce que t'as toi, regarder ma fille comme ça ?» Ce à quoi Grégory va répondre « rien, rien » et il va détaler sur son vélo. Dans les environs du 18 avril, il aborde 2 petites filles assises sur un banc et comme avec la fille de Nourdine, il va prétendre avoir des chats à donner pour susciter l'intérêt des petites filles. Heureusement, les fillettes ne sont pas dupes malgré leur jeune âge et elles refusent de le suivre et Grégory n'insiste pas. Que cherche-t-il à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il incite toutes ces jeunes filles à le suivre chez lui? Quel est son projet? Malheureusement, on l'apprendra de la pire des façons le 25 avril, soit quelques jours à peine après sa dernière tentative ratée d'appâter des gamines chez lui. La petite Rose Isabella, 5 ans, demande à sa maman Bianca si elle pouvait aller retrouver les copains au square. Il est environ 13h. Bianca est originaire de Metz, mais elle était venue à Rambervillers pour rénover la nouvelle maison qu'ils avaient achetée dans le but après de la louer. La maison se situe rue du Cheval Blanc, une rue tranquille. De toute façon, à Rambervillers, on a tous cette tranquillité d'esprit puisque tout le monde à peu près se connaît plus ou moins, au moins de vue. Les enfants ont l'habitude d'aller et venir, de jouer dehors tranquillement sans qu'il n'y ait de problème. Donc évidemment, Bianca a laissé sa fille aller jouer dehors, l'esprit tranquille. Pas de bol, ce jour-là, les copains de Rose ne sont pas au square, donc la petite fille fait demi-tour et demande une balle à sa maman pour jouer sur le perron. Bianca garde un œil sur sa fille qui s'amuse tranquillement à la balle devant la maison, mais à un moment, elle doit s'éclipser pour aller changer la couche de la petite dernière. Ça ne lui prendra que 15 minutes. À 14h30, elle demande à son aîné d'aller jeter un œil sur Rose et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle a disparu. Au début, Bianca n'a pas de raison de s'inquiéter, elle se dit que la petite n'a pas pu aller bien loin, et puis comme elle était vêtue tout de rose de la tête aux pieds, sa couleur préférée, elle ne passera pas inaperçue. Sauf qu'après un tour du pâté de maison et après avoir interrogé les passants, toujours aucune trace de la petite fille. Bianca commence vraiment à s'inquiéter et elle se décide à appeler la police. Il est 15h. On part à la recherche de Rose et c'est là que la police tombe sur Grégory perché sur son vélo. On lui demande si par hasard il n'avait pas croisé la fillette, et c'est là que, assez confus, il va dire que oui, il a croisé la petite Rose Isabella, et il va commencer à donner des indications et une direction assez fantaisiste. Il est très bizarre, il se perd dans ses propos. Ma foi, les policiers vont quand même le croire, entre guillemets, et ils vont suivre cette fameuse direction en vain. Et c'est à 16h30 que Grégory va sembler faire marche arrière puisqu'il va contacter les gendarmes en personne et il va leur faire cette annonce qui fait froid dans le dos. Je viens de retrouver le corps de Rose en bas de mon immeuble.
Les forces de l'ordre se précipitent rue du Parmoulin, qui se situe à 300 mètres à peine du domicile de la petite Rose, mais il n'y a personne sur le trottoir. Les gendarmes montent directement chez Grégory et ils sonnent à sa porte. « Je ne savais pas quoi en faire, je l'ai monté chez moi », dit-il, en désignant un grand sac poubelle noir dans l'entrée. Et c'est avec horreur qu'on sort le petit corps entièrement nu de Rose Isabella, 5 ans. On ne peut plus rien faire pour elle. Grégory est embarqué et placé en garde à vue. Pourquoi est-ce qu'il avait lui-même contacté la police? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il se sentait fichu, il savait qu'il n'allait pas s'en sortir comme ça, ou bien est-ce qu'il était assez fou pour croire que ses explications bancales allaient passer? Quoi qu'il en soit, une voisine va témoigner et expliquer qu'elle avait croisé l'adolescent dans l'après-midi et, l'air confus, agité, il lui a demandé où se trouvaient les containers de poubelle, comme s'il n'habitait pas ici depuis toujours. La voisine a trouvé ça assez bizarre et heureusement, au final, les poubelles étaient pleines, donc Grégory n'a pas pu se débarrasser de la petite fille, sinon peut-être qu'on n'aurait jamais pu la retrouver. Il n'en faut pas plus aux gendarmes pour mettre l'adolescent en examen pour meurtre sur mineur et il est écroué, bien que pour le moment, il soit encore présumé innocent. En juin, une reconstitution dans l'appartement de Grégory a permis de mettre en évidence les causes de la mort de la petite Rose. Grégory avoue l'avoir noyée dans la baignoire et effectivement, Rose avait les cheveux mouillés quand on l'a sortie du sac poubelle. Par contre, bien qu'elle ait été retrouvée nue, l'autopsie n'a révélé aucune agression sexuelle. Bianca et son entourage sont complètement détruits. Elle a accepté de témoigner sur BFM TV. Le temps que je change ma fille, ça a duré 5 minutes. Quand je reviens à la vitre, je ne vois plus ma fille. Et c'est là je vais et je cours partout. Je crois qu'il y a les caméras qui me voient. Et je crie « Rose ! Rose !» Elle m'a pas entendu ma fille. Elle m'a pas répondu. Je veux juste que la personne qui a fait ça, qu'il soit bien responsable de ce qu'il a fait et qu'il paye bien. Parce que moi, je paye avec toute ma vie, avec la vie de mes enfants, avec toute ma famille. À Rambert-Villers, la colère prend le pas sur la tristesse, puisque même si personne n'avait été mis au courant que Grégory avait été enfermé dans un centre éducatif pour tout le monde, et la police inclus, savait que c'était une bombe à retardement, que c'était un adolescent dérangé et surtout un prédateur sexuel. Il utilisait toujours le même stratagème pour essayer d'attirer les petites filles chez lui, c'est-à-dire leur promettre un chaton à donner, et on se demande s'il avait usé du même stratagème pour appâter la petite Rose Isabella. En tout cas, Grégory semblait vivre seul dans cet appartement au moment du drame. Apparemment, sa mère l'avait installé dans le HLM avant de prendre ses distances avec lui. D'ailleurs, sa famille est loin de le défendre et eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi il avait été libéré de Forbach. L'histoire qu'il y a eu l'année dernière, une petite fille qui s'est fait agresser. C'est un gorgon. C'était lui. Il est débile. Je parle cru, je suis désolé, mais c'est la vérité. Ils l'ont mis en Forbach. Pourquoi il l'a lâché? C'est ça la loi française? Un pédéraste, un pédéraste. Son frère dit que sa famille et lui se désolidarisent totalement de Grégory et ils veulent qu'on sache qu'ils ne sont pas du tout comme lui. Bianca, après avoir appris les lourds antécédents du tueur de sa fille, a exprimé sa colère envers les psychiatres et les juges. Il y a 2 semaines de ça, il était dans l'hôpital psychiatrique et ils l'ont laissé. Je veux qu'eux, ils payent parce qu'ils ont fait des études pour ça. Ils n'ont pas vu que c'est un faux. Ils ont laissé un faux. Pourquoi? Il leur fallait un cadavre de 5 ans. Il leur fallait des personnes détruites comme moi pour qu'ils puissent réagir. Grégory est inculpé de séquestration et homicide sur mineur de 15 ans. On ne retient pas l'enlèvement puisqu'apparemment, selon les vidéos de la caméra de surveillance, il n'y a eu aucune violence pour attirer la petite fille chez lui. On le sait maintenant, Grégory est décrit comme un adolescent complètement dérangé, qui insultait les passants, leur faisait des doigts d'honneur, parlait tout seul, parlait avec son vélo. Mais lors de sa garde à vue, il n'a tenu ni propos délirants, ni donné l'impression qu'il était atteint de troubles psychiatriques. D'ailleurs, il était soumis à une obligation de soins et de formation sous la surveillance de la protection judiciaire de la jeunesse. Et apparemment, l'adolescent respectait bien ses obligations, il suivait un stage de cuisine et il ne posait aucun problème. Les rapports de ses éducateurs concluaient même à une évolution positive, tant dans le cadre du centre éducatif qu'en liberté à son domicile. Un voisin va même à contre-courant des témoignages négatifs sur Grégory, puisque lui, il va le décrire comme étant un jeune gentil et serviable. Je vous dis, il est passé hier à 13h devant chez moi et il m'a demandé si je voulais de l'aide pour terminer les travaux et il a toujours été volontaire.
un comportement normal avec moi, peut-être en tant que voisin, mais peut-être qu'à l'extérieur, il était déraillé complet, quoi. Toutefois, un expert psychiatrique va conclure dans un rapport provisoire l'existence d'une altération du discernement et sa dangerosité pour les autres. Tout ça dans l'attente d'un examen plus approfondi de la personnalité de l'adolescent, ce qui peut s'annoncer difficile au vu de son double visage. On a d'un côté un adolescent complètement dérangé et violent, et d'un autre un adolescent responsable finalement, qui peut même se montrer sympathique. Autre difficulté dans cette affaire, Grégory n'avait que 15 ans et demi lors du crime. Donc s'il est reconnu coupable et responsable de ses actes, il risque au maximum 20 ans de prison au lieu de la perpétuité. Les enquêteurs se démènent pour comprendre ce qui s'est passé et à vrai dire, le temps presse. En effet, la raison pour laquelle la reconstitution s'est déroulée aussi vite, environ 2 mois après le meurtre au lieu de 1 ou 2 ans après, c'est parce que l'instruction de l'affaire doit être clôturée moins d'1 an après les faits et Grégory ne peut pas être en détention provisoire pendant plus d'1 an. Ça veut dire que la justice a jusqu'à avril 2024 pour clôturer cette affaire, sinon ils seront dans l'obligation de relâcher l'adolescent. La reconstitution s'est déroulée sur 4 heures. Le secteur de la rue Parmoulin est bouclé et on fait tout pour éloigner les regards indiscrets. Grégory arrive camouflé sous une couverture et il est conduit dans l'appartement. Bizarrement, le square Maurice Velin, situé à 50 mètres de l'appartement du drame, n'est pas sécurisé. Les enquêteurs se sont concentrés sur l'appartement plutôt que sur le square, alors que ce serait là que Grégory aurait appâté la petite Rose. Le grand soulagement des enquêteurs, c'est que Grégory s'est montré très coopératif, alors que jusque-là, il avait gardé le silence. Il a même mimé le crime, c'est-à-dire qu'il a utilisé le mannequin censé représenter Rose pour mimer une noyade dans la baignoire. La reconstitution terminée, il ne reste plus qu'à attendre que la justice se fasse son travail. Pour information, les avocats qui défendent la famille de la petite Rose sont très calés en matière d'affaires criminelles. En effet, maître Stéphane Djourana n'est autre que l'avocat du grand-oncle du petit Grégory, de la fameuse affaire du petit Grégory, jetée dans la Vologne le 16 octobre 1984, mais a également été l'avocat de Francis Holm, un tueur en série français très connu, reconnu coupable de 11 assassinats. Maître Collot, quant à lui, était l'avocat d'Audrey Didier, une femme qui a accouché et asphyxié son bébé dans un McDonald's dans les Vosges en 2008. Le 29 avril, une marche blanche pour Rose a rassemblé 500 personnes qui réclament justice pour la fillette. Les parents, Bianca et Bogdan, participent à cette marche entourés d'autres membres de la famille. Le code couleur de cette marche est le rose, couleur préférée de Rose Isabella. Dans la foule, beaucoup de voisins, eux-mêmes parents, qui ont déjà croisé la route de la petite Rose Isabella, la décrivent comme étant une fillette joyeuse. Un père de famille soufflera aux médias que c'est bien la preuve que cela n'arrive pas qu'aux autres. On se rend compte que même à Rambervillers, personne n'est à l'abri de ce genre de drame. Le vendredi 5 mai a lieu l'enterrement de Rose dans un cimetière à l'est de Metz. Environ 200 personnes, en majorité de la communauté rome, se sont rassemblées au funérarium pour dire un dernier adieu à la petite fille qui repose maintenant dans un petit cercueil blanc recouvert de roses. Bianca hurle sa douleur à en faire trembler les murs. Un chanteur et un accordéoniste sont là pour interpréter des chants religieux. François Grosdidier, maire de Metz, est aussi présent. Il dira « Le meurtre d'un enfant est l'abomination suprême. C'est la pire chose qui puisse arriver à un parent. Vous retiendrez toujours son sourire, sa gentillesse, sa grande générosité. Rose était la princesse de cette famille. Sa maman rappelait comment elle partageait tout. Elle ne voulait même pas recevoir quelque chose si ses frères et sœurs ne recevaient rien. Une fratrie unie. Après la cérémonie, on porte le cercueil au milieu d'une allée de roses. Des médecins ont assisté aux funérailles de la petite fille de loin et ils sont tout aussi émus que la famille. On ne touche pas à un enfant. Elle avait seulement 5 ans et toute la vie devant elle. C'est dur, mais je veux connaître la vérité parce que c'était ma princesse, c'était mon enfant, qu'il avait tout l'avenir avant, il était une fille joyeuse, il aimait vivre, il aimait profiter de la vie. Il y a des voisins qui me ramènent des roses pour ma Rose. C'était ma poupée. C'était mes fleurs. Aujourd'hui, à qui je dis Rose? Aujourd'hui, qui vient me prendre dans les bras? Qui vient me faire un bisou? Qui vient me dire maman? Qui? Je sais déjà ce que vous pensez. Que faisait un adolescent aussi dérangé, au passif aussi lourd, dehors en liberté et surtout sans suivi? Bianca n'a pas tout à fait tort quand elle dit qu'il faut un cadavre pour enfin se bouger. Et c'est aussi l'impression que j'ai eue, pas seulement dans cette affaire, mais dans tant d'autres.
Malheureusement, les hôpitaux psychiatriques sont plus que bouchés et il faut être réaliste. Les suivis au cas par cas relèvent de la fiction et de l'impossible. Mais tout ça au péril des citoyens et de nos enfants. Le gouvernement devrait faire quelque chose à ce niveau-là, puisqu'il ne faut pas normaliser ce genre d'affaires. Ce n'est vraiment pas normal qu'on puisse libérer une personne dérangée et dangereuse au bout d'1 an, qu'elle soit guérie ou pas. Le maire de Rambervillers insiste sur le fait que Grégory était suivi, mais c'était visiblement pas assez. Aux États-Unis, il existe un fichier judiciaire des prédateurs et tout le monde peut en un clic savoir s'ils vivent près de personnes dangereuses. Bien sûr, le but de ce fichier n'est pas de retrouver les prédateurs et de les lyncher, mais plutôt de faire de la prévention, surtout envers les enfants, de leur dire de ne pas s'approcher de tel endroit ou de telle personne. Je trouve important quand même de savoir à côté de qui on habite. Pour le cas de Grégory, je pense que cette prévention aurait pu sauver la vie de Rose Isabella. Si vraiment on ne veut pas stigmatiser l'adolescent qui est encore mineur, même si je trouve que ce qu'il a fait est assez grave pour qu'on le crie sur tous les toits, la police municipale aurait pu faire du porte-à-porte ou mettre un mot dans les boîtes aux lettres pour dire de faire attention à Grégory et à ses enfants. À Rambervillers, tout le monde était plus ou moins au courant, mais malheureusement, personne n'a porté plainte contre Grégory pour les fois où il a approché des petites filles. C'est dommage. C'est tout pour cette triste affaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Si je peux vous conseiller 2 lectures, ce seraient les 35 faits divers qui ont marqué l'année 2023 pour se remémorer toutes ces affaires tristes qui se sont déroulées, en espérant qu'en 2024 le livre soit beaucoup moins épais. Et je vous conseille également L'heure du crime en collaboration avec RTL. Alors je connaissais le podcast L'heure du crime sur YouTube, mais je ne connaissais pas le format livre et franchement je l'ai trouvé super intéressant. Le podcast revient sur des affaires criminelles récentes ou passées et c'est vraiment complet, on a les témoignages des victimes, on a vraiment une sorte de reconstitution de tous les faits. Et dans ce numéro on retrouve par exemple un dossier spécial crime sans cadavre comme la disparition de Delphine Jubilard ou de Lina. On revient également sur le meurtre de Thomas. De toute façon, je pense que je vous en reparlerai dans une prochaine affaire puisque j'ai repéré 2-3 histoires qui pourraient vous intéresser. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un petit pouce vers le haut pour m'encourager et si cette vidéo vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu parce que c'est très compliqué, n'hésitez pas à réagir dans la barre de commentaires et on se retrouve bientôt pour une triste histoire. En attendant, faites très attention à vous. Malheureusement, il faut se méfier d'à peu près tout le monde aujourd'hui et surtout prenez soin de vos enfants, c'est le plus important. Bye!